La tour Fontaine. L'îlot est étiré dans le lit du vent, une langue sèche de sable de 30 mètres de long, presque les dimensions d'un crâne ordinaire. 3 arbres la crèvent en son centre. Stepp m'en a donné les noms, mais je n'ai pas écouté, j'ai les muscles courbattus et j'ai froid. Le froid secondaire, celui qui vient après la sortie de l'eau. Le froid qui s'est imprégné dans les fibres. Chaque ordier a déjà choisi sa couche. Léarque trouve que le sable ressemble à du sucre roux et il a raison. Les vagues roulent continuellement de part et d'autre de la langue. Ma reconnaissance en amont avec Arval ne m'a rien appris d'essentiel. La brume du soir montait. J'ai eu le temps d'apercevoir un chapelet de Javot. Ils définissent une trace amont correcte, mais il faudra sans cesse entrer et sortir de l'eau. C'est la même histoire depuis 3 semaines. Depuis le courrier, en fait. La moitié de la horde est à la limite de la rupture. Les filles ont des visages vidés de leur couleur. Elles sont hébétées de fatigue. Et nous sommes au mieux à mi-chemin de la flaque. D'après les interpolations de notre géomètre Talvec, personne ne s'est remis de la mort de Karst. Personne n'en parle. J'ai sorti mon auvent et je me suis installé en lestant ma toile de sable. Toujours les mêmes petits groupes, disposés en rayon autour du feu, la force de l'habitude. Golgoth en amont avec les arcs, Phiros et Talvec, sans auvent, à la belle. Autant dire, à la pluie. Barbac, Svéziest et le fauconnier à 2 heures sous les arbres. Près du feu, quand tout le monde sera couché, Caliroé et Silanfre, Alm, Arval, Stepp et Aoy, souvent ensemble en ce moment. Coriolis avec eux, sauf quand Caracol, à 4 heures, invisible sous un couvert de sable, il y aura Erg. Horst et Larco préfèrent s'installer à Val, à 8 heures. Enfin, le quintet des parleurs nocturnes, Lautourcier, Caracol, Orochi, Sauve et moi. Fichtre sont pas plus flammes que moi les autres. À part Golgoth, lui quand il fatigue, il braille, il vire agressif. Tous, on a une gueule de sphinx avarié et les muscles des bras en compote de pommes. Les muages sont parmi nous, à fleur de flaque. Ils nous enveloppent de leur nostalgie d'avoir été compacts. Ils sont décidément dissipés, surtout le soir et le matin. Ensuite, dans la journée, ils retrouvent une tenue, reprennent forme, et on peut leur parler. Mais là, au crépuscule, ils lâchent leurs plaintes ouatées. Je lève ma cage et je la descends. Bien sûr, rien. Si, une méduse grise qui m'empoisse l'osier et dont Caliroé fait des gelées de la bouillie dégueulasse qui nous colle aux parois de l'estomac. J'ai cru un moment que Caracol allait nous sortir de la torpeur et nous plaquer un conte. Il s'est levé, il a toussé de l'eau, puis il a raconté, en 3 minutes, une histoire sur le passeur de l'Apsane, le genre d'histoire qui rassure avant d'aller se coucher. Un mec transparent, sur des pieds en peau de pluie, qui vagabonde tranquille avec sa lame transparente, en eau pure, et qui te coupe la tête à ras la surface. Faudra rester frais et vigile demain, les croquignolets. Je sens des ondes en cerceau qui titillent la cymbale du lac. Tigiling, tigiling, très dansant. Puis, il est allé se coucher. Pas trop flamme, je vous dis. On s'est tous regardés. La maussaderie générale. Sûr qu'on n'a rien compris. Mais quand le troubou sent un truc, depuis le furvent,
On a un peu tendance à l'écouter avec les deux esgourdes en pavillon. La pluie tomba d'abord à petites pattes, en cavalcade douce. Puis les chatons furent jetés des nuages par panières entières, par meutes serrées à pianoter la surface de l'eau. Je n'y parvenais à dormir pas. Je me parlais comme souvent. Petite Aoi, repose-toi, la journée va être harassante demain. Mais je sentais l'eau autour de nous bizarre et j'avais le tournis. Alors je me mis à écouter la pluie. Le choc des gouttes sur les feuilles souples et le matelas du lac, ce bruissement continu, cette criblure fine de grains d'eau tombant sur le monde, je ne connaissais pas de sensation plus profondément douce, que je savais accueillir avec une aussi totale présence. Pluie, comme d'une cloche liquide, battant seconde après seconde à toute volée, alentour et partout, sur l'herbe, sur l'eau brouillée, sur le sol et le sable, sur le visage de Steppe et à travers l'herbe folle de ses cheveux. Pluie s'infiltrant sous toute matière entremise, pluie dans mes mains ouvertes comme des feuilles, glissant sur la nuque fraîche de Caliroé, dans les crânes décalotés de rêves, pluie dans les oreilles et dans la bouche. Puisque rien ne pouvait plus s'y opposer, pluie, puisque les cuvettes d'argile n'étaient plus assez vastes pour l'accueillir tout à fait. Même pas les lagons longs, pluie. Ni les lacs noyés, pluie. Ni la flaque, pluie. À l'aube, dans ma somnolence, j'entrevis les taches jaunes aquarellées la brume. La pluie continuait, murmurante et chapechutée, tapotant le sable avec sa douceur de loutre perlée, de trompuchons s'ébouriffant hors de la flaque, de buissons secoués. J'avais fini par dormir en me blottissant contre Steppe qui m'avait ouvert son duvet, et on s'était tenu chaud. La pluie vint d'un coup, une volée de grenailles, sous une verticalité rare. Je sortis la tête un instant du duvet et machinalement, je retirai la toile pliée sous ma nuque et m'en couvris de la tête aux pieds en me bordant grossièrement. La pluie s'intensifia. Durant le reste de la nuit, elle martela la surface rigide de l'auvent. L'auvent devint une cuvette, la cuvette une bassine, puis la bassine se vida par à-coups sous les rafales et l'accumulation. À l'aube, tout le monde guetta de son sac le soleil sans un mot. Puis Caliroé se leva et, cette fille n'était pas feuleuse, elle était magicienne. Le feu s'éleva presque aussitôt. Fumeux d'abord, clair et chaud, très vite, agglutinant au-dessus sur un long portique échafaudé par Silenfre les duvets trempés. Restez compact. Je finis mon putain de bol. Peine perdue. La curiosité est la plus forte. Arval est parti en tête, Golgoth et Firost le suivent de peu. Caracol, Orochi et Steppe plongent derrière eux. Je vois leur sillage écumé dans les vapeurs de la brume. Le brouillard flotte dans un halo surnaturel. Les peaux, la surface de l'eau, le sable, tout a une teinte jaune citron. Ça se lève doucement. Par moments, le disque du soleil apparaît dans sa netteté. Ce que je ne comprends pas, c'est comment on a pu rater cette tour hier soir lors de la reconnaissance. Elle se dresse à moins de 200 mètres de l'îlot. Une tour ronde plantée dans l'eau, 10 mètres de haut à peu près, 3 de large, avec 2 plateformes circulaires, l'une juste au-dessus de la surface de l'eau, comme un rebord pour accoster. L'autre juste en dessous du sommet pour pouvoir s'accouder au bord. Au bord de quoi? Une sorte de château d'eau, un puits, un silo pour stocker des céréales.
carnet de contre de Sov. À part Orochi et moi, personne ne se demanda vraiment d'où était sortie la tour. Encore moins pourquoi elle disparaîtrait derrière nous. Ce qu'elle fit en silence. Personne ne sut qu'une autre horde dans l'histoire l'avait déjà rencontrée et qu'elle y avait perdu 6 hommes. Parfois, la connaissance qu'apportent les carnets de contre m'écrase et m'isole. Elle m'ouvre des réflexions délicates à transmettre et impossibles à dénouer. Lorsque j'ai pu les partager, ce fut toujours avec notre aéromètre Orochi, parfois avec le troubadour Caracol, parfois avec le vent seul. La tour Fontaine a bien existé sur ce site même, à l'endroit exact où nous l'avons trouvée. Elle figurait même sous l'intitulé Château d'eau d'une carte qui date de la 15e horde. Balayées par plusieurs furvents, j'imagine, ces fondations émergeaient à peine de la surface quand la 19e horde la retrouva et l'indiqua à son tour aux hordes futures sous le nom Tour ruinée. Depuis cette époque, aucun carnet de contre ne l'a plus mentionnée, et pour cause, elle a été détruite. Sa réapparition hier matin provient du passage d'un crâne très spécial sur les fondations noyées qu'Orochi classe dans la catégorie fractant. D'après elle, ce crâne possède la capacité de faire surgir n'importe quel segment du passé ou du futur localement. Si une tour a existé là, sur ce site, elle peut réapparaître neuve, endommagée, inexistante, reconstruite, selon l'époque réactivée. Il est par exemple probable que l'eau dans laquelle nous avons nagé datait de 3 siècles, comme les pierres ou la margelle. Quoique tout aussi possible, cette hypothèse de Caracol que l'oiseau très effilé que j'ai aperçu et la brume même venaient d'une boucle de l'avenir. À mes yeux, le plus fascinant ne s'arrête pas là, il commence au glyphe. La force du glyphe, oui, gravé sur le puits, l'énergie compulsive de la ritournelle. Caracol n'a avoué que sous la torture d'Orochi, après une bordée d'esquive, ce qu'elle doit au rythme intestin du vent articulé, ce qu'elle doit au trajet de l'air dans la glotte, à sa percussion rotative dans la cavité de la bouche, à l'expulsion qu'en module les lèvres. Que la parole même puisse libérer un crâne, fût-il minuscule, fût-il un microne, je l'ai compris pour ma part aujourd'hui, grâce à eux. Et j'en ai eu ce frisson de découverte interdite et de vertige. Horde qui suivrait, lisez attentivement ces lignes. Peut-être vous apporteront-elles quelques clés pour ouvrir des portes que nous situons encore mal. Peut-être vous feront-elles sourire par leur naïveté ou leur imprécision si votre science est plus avancée que la nôtre. Quoi qu'il en soit, les voici. Ce que les anciens scribes ont appelé improprement magie, formule magique, sortilège. Je sais aujourd'hui qu'on le doit à ça, à cette capacité jamais suffisamment sentie dans son extension pourtant incroyable d'articuler par nous-mêmes du vent vif, de le générer à partir de nos propres poumons, ce vent, pour ensuite le séquencer et l'accélérer à coups de glotte jusqu'à atteindre cette vitesse intérieure de souffle qui, sous la forme si particulière des mots et des sons, qui peuvent fuser nos gorges, s'expulse alors en vortex. Vortex. J'entends par ce terme une spirale automotrice et autoconsistante de mots souffles qui acquiert hors de nous force de métamorphose. Laquelle force peut donc exactement comme n'importe quel crâne transformer localement ce qu'elle traverse.
C'est ce qu'a fait le maître food Tejarka, ni plus ni moins, face au courroyeur. Ce que j'avais pris pour des cris, des effets de voix ou des incantations n'était que la traîne, le sillage expressif de la vitesse. C'était comme confondre la stridence d'une serpe hyper véloce avec sa perforation, le son avec l'acte. Tejarka n'a pas pour arme sa voix, mais le nefesh, c'est-à-dire son souffle de vie, un souffle éminemment affilé et tranchant qu'il tire pour Orochi d'un brin de son vif. Un souffle qu'il est impossible pour un apprenti, même doué, de travailler à ces vitesses et avec cette efficacité vibratoire. Et pourtant, comme me l'a rappelé notre aéromètre Orochi, Tejarka lui-même sourit de ses réussites. Son art est encore balbutiant et brouillon, puissant certes, suffisant pour contrer n'importe quel combattant humain, utile face à la plupart des crônes. Mais il n'exploite qu'une portion restreinte du potentiel du vif. Et il l'exploite mal, pour abattre et non pour ériger, pour briser et non pour unir ou faire pousser. De ce jour aussi, mon travail de scribe se modifia. Il tendit vers l'oralité, vers Caracol et son génie du conte, vers le mystère de ses intuitions aussi qui s'épaississaient. Et surtout, il tendit vers une nouvelle puissance que je n'allais trouver que très lentement, à tâtons à peine dissibles, dans un brouillard de lourdeur si peu déchiré d'éclairs que le carnet ne méritera guère d'en recueillir les lueurs ou le trajet. Le siphon. Les 2 jours de repos nous ont fait un bien fou. Alme en a profité pour nous masser, pour nous soigner, pour fermer les plaies de chair et d'âme. Elle était de celles qui ont lutté contre la traversée directe de cette flaque. Mais elle s'est rangée à la majorité et elle a accompli sa tâche avec un dévouement et un amour pour nos corps qui forcent l'estime. Golgoth l'a toujours trouvée mollasse. Moi, je la trouve magnifique. Elle s'adapte à chacun. Elle prend le temps qu'il faut pour ceux qui peinent. Il n'y a pas de pleurnicheurs dans la horde, jamais. Ceux qui se plaignent ont une raison, toujours. Une horde qui s'effondre, ça tient à un membre ou 2 mal soutenus. Une horde ne survit pas par son fer. Le fer n'est qu'un soc de charrue. Il ouvre la terre. Ceux qui sauvent la horde sont derrière moi, dans le pack. C'est notre fleuron, Steppe, par exemple, d'une énergie intarissable depuis 1 mois. Sans lui, nous n'aurions guère pu contrer décemment ce bourbier. Il devine la consistance des sols, la fermeté de la terre uniquement par les plantes et les arbres émergés. C'est Silenfre qui, avec Orochi, a réglé et huilé les éoliennes qui surmontent les flotteurs. Les essais sont concluants. Quand nous nageons,
Le vent actionne l'éolienne qui est couplée par une courroie à une hélice sous le flotteur. Le flotteur remonte ainsi la houle, tout seul. Ça soulage l'effort de traction du harnais et au cas où la corde se détacherait, c'est une garantie que le flotteur ne dérive pas en aval. C'est Caliroé aussi qui nous sort des feux dans des conditions impossibles d'humidité et de pluie battante. Après 30 ans ensemble, j'arrive encore à être surpris par les compétences de certains. La plus impressionnante à mes yeux demeure Orochi. Je trouve son savoir strate après strate sans jamais approcher le fond. Elle sait lire les vagues avec une finesse. Il suffit de la regarder nager. À la forme, à l'amplitude et à l'orientation de la houle, elle a déduit l'emplacement de la plupart des îlots qui nous attendent en amont. Talvek n'a souvent fait que confirmer, lui qui est pourtant géomètre. La nappe d'ondes et de réverbération qu'elle décrypte dans un volume d'eau frise de toute façon le génie. Si Silenfre a une forme d'oreille absolue, comment baptiser sa compétence à elle? Sensibilité absolue? Le moral est remonté en flèche. Je retrouve dans les regards la hargne des jours de Furvan, ce sentiment de défiance et de fierté. J'ai pris soin de vérifier le contenu de tous les barils. Nous avons des vivres pour 1 mois. Catastrophe mise à part, chacun de nous sait pertinemment que la traversée se joue là. Soit nous tenons le coup tous ensemble et nous passerons. Soit on s'effondre et le pire est à craindre. J'ai jamais voulu venir ici. Devant nous, il y a la mer. Appelez ça zone centrale ou grand lac, si ça chante mieux à vos oreilles. Mais quand on se tient comme ici sur la plage, face à l'horizon vide, avec les vagues qui déferlent en rouleau, des creux de 2 mètres qui grimperont à 3 ou 4 si le vent forcit, et que Pietro vient vous taper sur l'épaule avec sa combinaison noire impeccable et sa carrure d'athlète, son air pénétré qui vous lâche « On va passer, tu verras ». Je sens comme un décalage. Que lui passe, c'est possible. Que Golgoth touche l'autre berge, debout, avec l'ami Firost, un Talveg et un Steppe, avec Sauve sûrement. Je veux bien miser ma cage volante dessus. Mais qu'on ne me fasse pas croire que la petite Aoi, que Kali, qui n'est pas plus épaisse que sa corde, ou que Sveziest, qui a appris à nager en mettant le pied dans cette flaque, vont s'en sortir. Ça, non. Pour ma pomme, c'est du 50-50. J'ai demandé la plus grosse éolienne sur mon flotteur, dans l'espoir de me reposer pour me faire tracter au cas où. Le goth a pas aimé. Triche pas, Larcon. On ne se fait pas remorquer par des machines. On contre avec le corps. Code d'honneur. Quand tu vois Kerg, d'un coup de parapente, il a traversé cette mer en une demi-journée. 50 000, il a évalué. Je suis sûr qu'il minimise le macaque. Je n'aime pas me sentir isolé au milieu de l'eau, sans une île ou une berge quelque part, à portée de crampes. Quand je pense qu'il pourrait nous soulever un par un et nous déposer de l'autre côté, je n'aime pas trop quand il y a des algues dessous qui bougent. Et du fond. Code d'honneur, mon cul. Tout ça parce qu'ils se disent, tout bas, qu'on pourrait rencontrer la 7e forme du vent au beau milieu de l'océan. Superstition de crétins. Matraqués par l'ordre quand ils avaient 8 ans. Et ils la gobent encore. Ils se la répètent comme à la messe. On n'a que 6 formes, 6. Et alors, noblesse de caste à la con. La 7e forme, hein? Pourquoi pas la 8e en passant et la 9e pour la nuit?
Les méduses, si tu n'ouvres pas les yeux au bon moment, tu ne les vois pas arriver sur toi. Golgoth avait enfilé sa combinaison, dont il avait coupé les manches au niveau du coude. Au couteau, il s'était rasé les cheveux. Les touffes se battaient sur son crâne massif. Il semblait bien plus que nous, en solide forme, infiniment plus que moi. Il s'accroupit dans l'eau, face à la plage sur laquelle, profitant des derniers instants secs, nous serrions nos harnais et nous passions des flasques d'huile pour les ranger dans nos flotteurs. Il se mit à parler. L'avantage en un sens de sa voix était qu'il n'était pas besoin de l'écouter pour l'entendre. Je n'aimais pas Golgoth. Aucune fille ne l'aimait. Ni son absence d'égard, ni ses manières brutales. Mais j'étais réceptive à la certitude intime qu'il dégageait. Totale. Cette espèce de granit. Avec lui, nous en oublions presque que nous allions mourir. Les dangers les plus flagrants semblaient vite douteux et flous. L'avenir ne pouvait qu'exister avec nous, nous tous. La mort de Karst, je crois qu'elle avait glissé sur lui. Il avait été touché, j'en étais presque sûre, mais il n'avait rien changé ou remis en question. Je ne sais pas d'où il tirait cela, cette force, cette écorce hermétique au tronc. Je l'avais jamais vu plier ni fragile. Orochi, en connivence, me sourit avec malice dès qu'il commença. Là, devant vous, plein est. Je ne vais pas vous englommer. C'est la zone centrale. Ça veut dire pas un îlot sur près de 100 bornes. La houle pleine gueule, bien réglo, le tronc à l'horizontale et on tabasse. L'objectif, c'est d'enquiller 6 séries d'1 heure chaque jour avec des pauses entre calées sur son flotteur. En fin d'après-midi, si le fond n'est pas à perpète, on plante les poteaux de bambou dans la vase, on dresse la plateforme à l'équerre au-dessus de la flotte, on bouffe et on dort. Ça n'a rien de sorcier. Faut éviter la gamberge, c'est tout. Vous oubliez les contes tordus de Carac et les calembredaines des fréoles. Vous rangez vos couilles dans vos calbutes et vos pieds dans vos palmes en roseau. Vous faites tourner votre moignon autour de votre épaule quelques bons milliers de fois d'avant en arrière et dans 15 putains de jours, on rigolera d'avoir chié dans nos bénards sur cette plage. Et ancrez ça. Il n'y a jamais eu de horde mieux préparée que nous, qui ait osé tremper son museau dans cette grande cuvette de shot. On a une plateforme, on a des flotteurs à hélice, une combinaison de nage plus chaude qu'une loutre en chaleur et de la graille pour 6 mois. On nagera en double vague latérale, groupée. Moi devant, Firost et Talvec derrière. On cadre les nageurs de gauche. À droite, Pietro devant, Stepp et Léarque derrière vont border l'autre vague. 2 triangles, hein? Barbac et Horst, nos 2 grandes carcasses vont se coltiner les bambous. Ça va, Horst? Ça roule. Les solives de la plateforme seront remorquées à tour de rôle par le pack. Braillez pas. Silenf a mis des hélices dessous. Ça avance tout seul. Voilà. J'abrège. Vous êtes prêts à en chier? Qu'est-ce qu'on fait si on a une crampe? T'appelles le maître nageur, tu beugles. Et si quelqu'un n'arrive plus à suivre? Je le tracterai moi-même avec ma longe. Golgoth tint parole. Les 3 premiers jours, il tracta Aoi dans la 6e série de la journée, tandis qu'Erg remorquait Caliroé, victime de crampes dès la 5e, de sorte qu'elle ne nageait plus qu'avec les bras et sa jambe encore valide. Nous étions maintenant rodés, au crawl à travers houles, au rythme des creux et des crêtes, rompus à attaquer sur l'arrière de la vague pour profiter de la pente avant la vague suivante, tout en soulageant la corde pour ne pas subir la coue du flotteur s'enfonçant. On nagea donc. Un premier jour, 2 journées, 3 jours.
Nous progressions les oreilles ouatées d'eau, sous une sensation insistante de solitude, d'isolement paradoxal, malgré l'écume parfois d'un pied agité devant soi ou d'un bras pas trop loin sur la gauche. La tête plongée dans un paysage troublé de vases, d'algues longues et d'aplats rares de sable, où j'ouvrais de moins en moins les yeux parce que j'avais peur. Nager sans penser. Nager les muscles fluides 1 heure ou 2, puis se gorgeant lentement de plomb avec l'épaule droite qui grinçait vers le soir, qui se grippait en rotation. Et les haltes. Le court quart d'heure où l'on respirait ensemble entre les séries, où l'on essayait de briser le sarcophage d'eau, de dire quelque chose d'autre que « j'ai froid, mon harnais glisse, j'en peux plus, mon hélice tourne mal ». Ces haltes, parfois davantage que nager, nous fatiguaient, tant il s'avérait difficile de se relaxer sur ce flotteur oblong sans être bousculé par le clapot, si bien qu'on finissait tous par faire la planche en attendant le signal par Golgoth de repartir. De temps à autre, je me laissais couler au fond pour trouver un sol, me tenir 5 minutes à la verticale et sentir mon sang circuler de bas en haut. En apesanteur, tout repère dilué, roc ou berge, nous flottions. Nous flottions en pleine flaque, avec de l'eau à mont, des kilomètres cubes d'eau devant nous, sur une distance qui ne se mesurait plus que dans une unité qui s'appelait le courage. De l'eau entre nous et la berge aval, laquelle s'éloignait chaque jour davantage, chaque jour rendait notre choix plus irrémédiable. De l'eau au sud et au nord, de l'eau d'infiltration et de source, de l'eau de pluie, de l'eau à noyer un désert et ses hordes. Et aucun point de butée sur l'horizon. Rien pour guider ou fixer, hormis la vague qui arrivait sur nous, et la vague d'après cette vague, indifférente et mécanique, montante et descendante, à tel point que nous nagions dans une couche de somnolence liquide, à la limite souple du songe, jamais tout à fait éveillé. Nous avancions cependant, crête après crête, creux par creux, ballottés comme bouchons, solubles dans la fatigue, avec ces poissons à bras et à jambes ondulant tout autour, comme un rappel. Ces camarades de vagues, ma seule île, épousant de gré, souvent de force, la bouche salée et le nez bouché. Ma seule île mobile, ces 22 corps en mouvement, la horde, nous. La folie n'est plus folle dès qu'elle est collective. Je crois que j'aurais pu faire n'importe quoi, le plus absurde, tant que nous le ferions ensemble. Ensemble, je sentais la puissance de chacun, physique et mentale. J'avais confiance en nous. J'éprouvais cette profondeur du lien qui nous cousait à même la vague. Ensemble, les 20 ridicules mètres carrés de peau blanche que nous occupions sur la surface immense de cette flaque délimitaient une poche de résistance d'un grain hermétique à la dilution générale. Sauve, arrête-toi. C'est Pietro qui m'a agrippé la jambe pour me stopper. Silenfrein. Tous les autres sont à plat ventre sur leur flotteur, le visage tendu, oreilles aux aguets. Silenfre a entendu quelque chose. Un bruit d'écoulement, une sorte de torrent lointain ou autre chose. Et Aoi a senti comme un courant sur sa droite. Une eau un peu plus froide, mais je suis pas certaine. Caracol aussi est inquiet. Qu'est-ce que tu sens, Carac, exactement? Un peu le même type d'onde circulaire que pour la tour Fontaine, ami, mais en beaucoup plus insistant. Pour l'instant, ça me paraît assez loin, mais je n'aime pas éprouver ça à nouveau. On peut faire la pause de midi ici, prendre des forces. Continuer à nager pour s'éloigner? Silenfrein. Tu entends toujours ton bruit? La tête sous l'eau, oui. Il est à notre droite par rapport à l'axe de contre, donc plein sud. Je l'entends aussi. Orochi? La houle est très légèrement déformée sur la droite, torsadée. Regardez la base des creux. Quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait être ou vouloir dire? J'ai une idée. Mais si c'est ça, Si c'est ça, quoi? on y passera tous. On nagea peut-être une demi-heure, fébrile, à presque se toucher tellement on crôlait près les uns des autres. Effet de psychose ou pas, je sentais un courant, effectivement, et un son aussi, un son des profondeurs, que j'aurais été incapable de qualifier, mais qui ne s'éloignait pas, qui persistait. C'est Alvec qui nous arrêta cette fois-ci. Il tenait au-dessus de l'eau l'un de ces instruments complexes qui relevaient de la boussole, du rotor à fluide et du sextant. Après un silence grave, il fut catégorique. On a dévié. On nage maintenant carrément sud. Tu te fous de notre gueule? J'ai maintenu le cap en houle faciale, droit devant, recta. Regarde les vagues, bordel, on est droit.
On est droit par rapport à la houle, mais on nage vers le sud, plus du tout vers l'est. Qu'est-ce que tu veux dire par le vent diable? Talvek baissa à nouveau les yeux sur son appareil et engloutit un juron. Ce fut Orochi qui prit sur elle d'expliquer. Il veut dire que la houle elle-même a été déviée. Nous sommes en train de nager sur une trajectoire en spirale. Quelque chose est en train de déformer localement la ligne de houle, quelque chose de suffisamment puissant pour changer la direction des vagues. Je propose qu'Arval place une ancre repère avec assez de cordes pour que le gonfalon se voie de loin au-dessus de l'eau. On va nager 10 minutes face à la houle et on fait le point. Pourquoi face à la houle? C'est plein sud, merde! Ça risque de devenir sud-ouest rapidement, Firost. C'est ce que je pensais juste. On écoute Orochi. Arval, fixe l'ancre. Nage groupé, en delta. À la faveur d'une plage de silence, j'ai pu entendre avec netteté ce bruit continu que Silanfre a détecté depuis 1 heure déjà. Ça ressemble clairement à l'écoulement d'une rivière. Sauf que je ne vois pas par quel miracle une rivière pourrait couler au milieu d'un lac. La dérive s'est accentuée. Nous la compensons au mieux en battant des pieds, les mains dans les poignées du flotteur, mais le courant forcit tandis que le son monte et précise sa menace. Golgoth, On va essayer de planter la plateforme et de la clouer dans le fond. 2 personnes par poteau. Arval, tu creuses à la base des poteaux pour qu'ils ne ripent pas. Erg va fixer les poutres transversales. Les autres, vous lui passez les poutres. Vous tenez les poteaux droits et vous contrez à la dérive. à peine eut-on le temps de dresser les 4 poteaux hors de l'eau et de définir un carré approximatif, les bambous furent couchés par le courant et rattrapés de justesse. Nous nous sentions de plus en plus partir, glisser sur la nappe lisse du lac, le corps tiré en arrière sans pouvoir s'agripper à quoi que ce fût, et nous ne voulions pas comprendre ce qui se passait, jusqu'à ce que Silanfre, à l'oreille, trouve et déclenche en nous la plus viscérale panique. On est aspiré par un siphon. Au même instant, je me retourne dans la direction du bruit et je le vois apparaître pour la première fois. L'eau tourne autour et... L'eau tout autour est poncée par le courant, un miroir au centre. Au centre, il y a un trou, un puits circulaire dont le diamètre se dilate avec lenteur, comme une bouche s'ouvre. À vue de nez, nous sommes à 100 mètres du siphon, guère plus. Le vacarme de la cascade efface totalement le clapot et il faudrait crier pour se faire entendre. Mais personne ne crie. Nous savions que ça existait. Nous le savions. Mais nous n'avons pas cru que ça puisse nous arriver ici, en pleine flaque, ici, précisément, là où les chances qu'on y survive sont plus proches du néant. J'ai nagé gorge ouverte, en buvant l'eau par le nez, au milieu d'une volée de pieds et de bras frappés, poussant les autres, coulant, cœur explosé à la limite de la noyade. À 5 mètres en aval de moi, Arval a réagi aussitôt. Il saisit à 2 mains un poteau de bambou et, se servant de la vitesse du courant, pareil à un chevalier dans une joute, il se laisse dériver 10 mètres et l'enfiche oblique dans le bouclier du fond sableux. Et il s'arc-boute dessus. Ça tient. Sans réfléchir, je me laisse glisser jusqu'à lui et m'agglutine. Orochi nous rejoint. Plus loin, Golgoth a agrégé une autre grappe sur sa perche précaire de 4. Puis plus loin encore, Step et Talvek et Pietro, 3 autres grappes, en déséquilibre, oscillantes. Je compte. 18. Qui manque? Erg survole en zigzag le pourtour du siphon. La chute d'eau circulaire a quelque chose de fascinant. Un rideau d'écume furieuse tapisse l'intérieur du cylindre. On ne voit pas jusqu'où ça plonge. 2 corps dérivent à moins de 40 mètres du trou. Je veux hurler, mais Erg les a repérés. Il en arrache un du lac, à la manière d'un martin-pêcheur, et le rejette 100 mètres en amont de notre position. C'est Aoi. Ils fond sur l'autre corps, tétanisé, et l'emportent aussi hors du danger. Caliroé. Une perche à ripper, celle de Step. Step, Largo et Caracol partent aussitôt dans le courant. C'est comme s'ils décramponnaient sur une pente de glace. Ils résistent de toute leur puissance physique. Ils piochent férocement dans l'eau à une cadence de panique. Ils s'accrochent, ils reculent vers le trou. Ils tiennent, bon Dieu. Ils cèdent un peu, ils reprennent 5 mètres. Ils ne vont jamais s'en sortir. Soudain, l'aile d'Erg plonge sur l'arco
le soulève d'un piqué relevé incroyable et le repose à mont, dans l'axe derrière nous. Il n'a plus de figure. Il a sa peur pour tout visage. De partout, les voix hachent le vacarme de la cascade. Des cris incompréhensibles strient. Des hurlements de tripes s'arrachent de nos gorges. Là-bas, presque au bord de la chute, debout, le courant les labourant à hauteur de poitrine, les repoussant mètre par mètre vers le trou, comme une porte un bélier. Caracol et Steppe luttent avec leurs dernières ressources d'hommes pour ne pas basculer dans le vide. Apparemment, ils ont pied. La terre et le sable aspirés ont créé comme un rebord sur les lèvres du puits gigantesque, peut-être 30 mètres de diamètre. Et ils calent du mieux qu'ils peuvent leurs appuis sur ce fond meuble et merdique. Erg ne peut plus rien pour eux à cette distance du siphon, sauf à risquer sa propre vie en vrillant son aile, sucée par une pompe au fond du gouffre. Il ne les regarde d'ailleurs plus. Il a choisi de nous sauver d'abord. Et il plante de place en place des harpons dans la vase à l'arbalète méca afin d'assurer de nouveaux points d'amarrage, plus fiables que nos perches qui oscillent et qui glissent. Allez les chercher en vous laissant glisser le long de cette corde. Bougez, il n'y a pas assez de corde pour aller jusqu'à eux. Horst ne réfléchit pas. Il se détache de sa grappe et crawl en diagonale. Et il attrape la corde qui flotte à la surface et s'y accroche. Il ne vérifie même pas qu'elle tient. Il prend tous les risques, il s'en fout. Il se laisse dériver, la corde entre les doigts, jusqu'à Caracol. Steppe est trop loin, même avec un pendule. Il empoigne celui qui l'a aidé à survivre, celui qui lui a promis qu'il retrouverait son frère, Karst, en extrême amont, celui qui l'a sauvé du suicide. Et il le jette en écharpe, telle une pièce de gibier sur ses épaules de poutre. Il saisit la corde à deux mains et progresse, à la poigne. Reste Steppe. Ne dépasse de lui à cette distance que ses épaules et sa tête semée de graminées et d'herbes folles en croissance accélérée, qu'Aoi lui taille chaque jour. Steppe est solide. Steppe va tenir. Il est puissant. Tout le monde est arc-bouté sur les planches, sur les perches, face au siphon qui vide le lac. Sous nos pieds cumulés, sous les à-coups du courant, les perches dérapent ou glissent sur le fond. Nous n'allons pas résister longtemps comme ça. Si une grappe part dans le courant, Erg ne pourra jamais tous nous sortir de la zone. Il a un mal fou à voler près de la chute. Il subit de violentes aspirations. Le vent est par ailleurs trop faible pour assurer un vol dynamique. Il perd vite de l'altitude dès qu'il prend un passager. Lancez-lui une corde pour Steppe. Crie Aoi. Svéziest, là-bas. Personne ne l'avait vu, hormis ceux de sa grappe, lesquels n'ont rien pu faire. Il a glissé dans leur dos. Le plus jeune de nos crocs, un battant et un teigneux qui ne savait même pas nager avant d'entamer la traversée. L'eau n'est pas son élément. Pietro lui a appris le crawl. Il se débrouille bien, mais reste toutefois handicapé par son petit gabarit et la courte envergure de ses bras. Il crawl à la limite de ses capacités. Le courant me semble plus fort encore que tout à l'heure et il recule rudement, par dizaines de mètres. Il se débat, il tape l'eau des pieds et des mains, affolé, inefficace. Son corps dérive très rapidement vers le siphon. Il est trop tard pour lancer une corde, trop tard pour Erg qui jauge la scène d'un regard étrange. Il n'y va pas. Sa vitesse de dérive est plus élevée que celle de Steppe ou Caracol tout à l'heure. Il se retourne face au gouffre, tente un dos crawlé désespéré, mais file encore, file. Il percute le rebord du gouffre, j'ai la respiration coupée. Il a réussi, oui, à se mettre debout. Il reprend pied plusieurs secondes, en équilibre, face au vide. Le torrent dans le dos, des gerbes ricochent sur ses épaules. Il tente une première fois de se retourner, d'affronter le courant. Il titube. Il se met de profil en cherchant un angle de contre. « Coupe ta corde, coupe !» Je ne sais pas s'il entendit mon cri. Je ne crois pas. Car c'est son flotteur, au bout de sa corde de 2 mètres, qui, en raclant dans la cascade, le déséquilibra. Pendant un temps interminable, je ne voulus pas croire qu'il était tombé. J'avais formé ce croc. Je l'avais toujours soutenu contre Golgoth du tout début, dès l'instant où il avait quitté sa famille consentante pour nous suivre. Gardez-le nous en vie et qu'il soit heureux.
Je pense qu'il a été heureux avec nous. Je le pense sincèrement. Mais on n'a pas été capable de le garder en vie. On n'a pas su. Erg avait fait la seule chose qu'il fallait faire. Assurer une double série de points d'ancrage sur le pourtour du gouffre. La première série était répartie à 70 mètres. C'est celle où nous étions accrochés. La seconde bordait le gouffre à moins de 5 mètres de l'apic, par sécurité, au cas où les harpons de la première lâcheraient. Une longe de 5 mètres, terminée par un flotteur en osier, était nouée à chacun des 10 harpons. Entre les flotteurs, Erg avait fait passer un cordage horizontal à ras la surface. L'ensemble définissait une sorte de rambarde flottante et circulaire à laquelle il nous avait ordonné de nous accrocher en nous répartissant par rapport à nos masses. Poteaux et solives de la plateforme avaient par ailleurs été arrimés sur un harpon plus en amont. Du pur Erg, grand sang-froid. Si je devais me rappeler d'une caque, d'une seule, d'une solide caquée de trouille torpide chiasseuse au goulet, si je devais faire le tri des lentilles, eh bien, je choisirais celle-ci, celle du siphon de l'absinthe. Quand Erg a rifté ce bout de lac au harpon, comme on l'apprend à Kerderban, Fissa recta claro, que tous les hordiers ont cliqueté leur harnais sur sa cordée, que ce costaud de steppe s'est sorti à force de traction de la zone d'adieu, j'ai cru que c'était gagné. Le gouffre allait bien finir par se remplir ou le lac se vider, au moins par chez nous. On allait bien finir par avoir pied quelque part, avec la terre qui s'entassait devant. Fallait juste y croire, très fort. Sauf que ça se passa pas comme ça. Pas vraiment. Pas tout à fait du tout, pour être franc. Dès que le premier harpon à l'extrême droite a sauté, j'ai pas moufté, je vous jure. Quand les autres ont suivi dans la foulée, clof, 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 en série, et que toute la cordée s'est dégrafée en 15 secondes, on n'a même pas eu le temps de prier le vent des siphons et des baquets de lessive. On a dévissé droit vers le gouffre en pagayant des brandillons plutôt nerveusement dans le contreflot. Sans la cordée de secours du macaque, l'espèce de balustrade avec vue sur la mort qu'il avait caplée à 5 mètres du grand saut, les fréoles pouvaient dépêcher un navire sur Aberlas en disant « La horde suivante, s'il vous plaît, la 35, envoyez !» Nous autres pingouins, les 20, je vous assure, on est venu s'empaffer dans le cordage, le trouillomètre sur moins 40, froid polaire dans les vertèbres, sec, il a fallu Erg pour nous dégeler la béquille. Restez pas en tas, décalez-vous. Répartissez-vous sur l'ensemble du pourtour, espacez-vous, merde. Vous voulez que ces harpons aussi sautent? Le sol est pourri, ça s'enfonce mais ça tient pas. J'entends à peine la voix de notre combattant protecteur. La cascade rugit devant moi, une chute torrentielle, vertigineuse. Les parois sont labourées d'écume. L'eau arrive de partout et se déverse en quantité monstrueuse dans le gouffre. J'aurais envie de lui hurler merci, parce qu'il vient avec sa terrible rigueur et sa prévoyance têtue de nous sauver la vie à tous. Il a sorti une aile courte, qu'il pilote des 2 mains tant les vents sont vrillés. Par bond rapide, il circule autour du gouffre en nous soulevant avec ses jambes qui sont pour lui d'autres bras, et il nous pose un par un léger, un lourd, un léger, un lourd, sur la circonférence du siphon. Il a récupéré nos flotteurs et vole les arrimer plus haut en amont, près des bambous. Je n'aurais jamais pensé à sauver ça. La corde, derrière le dos et sous les aisselles. Personne ne s'attache au cordage. Si l'un de vous glisse, il embarquerait tout le monde. Tenez-vous par la main. Tous ensemble. Faites cercle. Soufflez à fond. Descendez votre rythme cardiaque. Si quelqu'un dérape, je suis derrière. Je le récupère. Calez bien vos talons. Quand vous fatiguez, mettez-vous de profil en contrant comme pour un furvent. Le genou amont en appui, la jambe aval en été. Bras dans l'alignement du tronc. J'ai la conscience aiguë de vivre sans doute mes dernières minutes d'existence. Nous sommes tous les 20, main dans la main, reliés par une corde incertaine, le corps gondolé par le courant, le torrent, à résister au bord d'un trou central qui pourrait être la mort elle-même. Qu'il est. À ma droite, je suis heureux que ce soit Orochi.
Je sens sa main chaude dans la mienne. On se parle encore, on cherche du sens, en dépit de tout. Et à ma gauche, l'autoursier qui n'a Dieu que pour son autour, perché sur son épaule, insouciant et coriace, qui fond sur le moindre ragondin piégé dans le courant et le bec. À côté de lui, j'essaie de mémoriser le visage mat et serpé de notre forgeron, Léarque, qui s'arc-boute. Puis, le fauconnier, droit, seul, sur 6 mètres de corde, qui ne regarde rien ni personne. Le grand Alvec plus loin, avec sa barbe roussie et ses yeux clairs, sa main dans celle d'Alme si épuisée qu'elle tangue à chaque poussée du courant. Suis Pietro, très conscient, sa carrure dépassant largement de l'eau, qui retient la petite Caliroé vacillante par le bras. Ses flammes trempées, ses cheveux bouclés par l'humidité, elle ne tient plus que sur les nerfs. À côté d'eux, Erg a placé Steppe et Aoi, dont j'ai toujours adoré le visage enfantin et la douceur fluide et minutieuse. La voir vivante me fait du bien. Puis Firost, notre pilier massif et musculeux. Arval, la lueur dont l'énergie pulsée, même là, ne fléchit pas. Et juste à côté, Golgoth. Il se tient pile en face de moi, sur le diamètre opposé. Son visage intercepte mon regard et lui répond d'un signe de tête. Tiens bon, sauve. Lui a lâché carrément la corde et il se soucie uniquement que personne ne glisse, guidant Erg par geste dès qu'il sent une faiblesse quelque part. Je mémorise tout. Chaque geste, chaque attitude, chaque position et chaque visage, comme si je les voyais enfin, comme s'il n'y avait pas 30 ans derrière moi à les connaître par cœur, à ne plus les regarder, à ne plus savoir les contempler dans leur beauté simple et leur noblesse. Voilà, ils sont là, les 20, plus Erg, moins Spésieste, moins Karst. Et à nouveau, Orochi qui me relance pour tromper l'angoisse. C'est une forme de crône, tu sais. Sychrone ou psychrone? Crotale, comme la tour Fontaine. Il agit sur le temps? Oui, sur son écoulement. Sauve me regarda brièvement, mais il ne me crut pas. Le siphon, sans qu'il s'en rende compte, bougeait. Il s'élargissait encore. Sa lèvre se déplaçait légèrement vers nous, de telle sorte que les 5 mètres qui nous séparaient de l'abîme se réduisirent à 4, puis à 3. Nous étions désormais si près du bord que j'allais enfin voir ce qui se tenait au fond. J'étais prête à ça, impatiente pour tout dire. L'appel du vide me prit au ventre. « Reculez de 4 pas !» crie Erg. « Ne regardez pas en bas. Concentrez-vous sur votre respiration et sur vos appuis. » Faut reculer, Karst. Vaut mieux, ouais. T'as vu toutes les loutres qui sont passées, K? Ouais. J'essaie de les arrêter, mais elles filent. Elles filent, ouais. On essaie de les sauver? Chiche. On essaie, ouais? Ouais. Retourne-toi, on les voit arriver. À 2, on peut y arriver. À 2, on arrive toujours. Oh! Regarde! Regarde! Un ragondin, hein? On le sauve? On le sauve? D'accord, hein? Il vient sur toi. Sur la nasse. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours et puis s'en font. Par la sainte spirale des crotales, quelle somptueuse journée! Vitesse, vitesse chérie, je revis. Vitesse, vous reverrai-je. L'eau lourde, l'eau lente, l'eau longue. Oh là là, bonjour les colalies. Je n'en pouvais plus. D'air est besoin, d'air véloce et vif, sinon coagule. Sur ce rebord, rien ne risque. Peut chuter, tomber à pic, puis-je sauter, saltomber, valdinguir et me ressourcier? Juste ne pas regarder au fond quand ça va s'inverser, puisque lorsque, car ou comme attendu que ça s'inversera. Si l'animal syntactique, discret avec ses couettes, passe au bord et enclenche le rotor retour. Fais-le pas. Ose-le, Carac, ne pas Badour le trou, regardez lorsque le siphonné expirera. C'est cela? Promet? Crash et parjure? Pour Coriolis au moins et son lard complice. Pour Sauvage et Beau. Pour Orochiste et notre cathédrale golgothique. Bon, reprenons cette charmante ritournelle si efficace au sang. Mezza voce.
À la claire fontaine m'envoilant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis saignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. S'il tombe, je me jette avec lui. La gueule montre ses crocs. Elle va nous engloutir. Plus de marge maintenant. Si je glisse, foutu je suis. Si harpon lâche, j'ai 2 mètres avant la cassure et ça diminue. Je veux pas, je vous en prie. Je veux vivre, je veux l'aimer. Aidez-nous. Des tonnes d'eau me poussent dans le dos. J'ai plus de force, sens plus mes bras dans l'eau froide. Qu'est-ce qu'on attend? J'ose pas regarder au fond, j'ai le vertige et ce bruit monstrueux, cette force de succion ignoble. Une bête, c'est une gueule de bête, une haleine de bête, une bête qui vient du centre de la terre, qui va nous dévorer les entrailles. Caracole, regarde-moi encore, fais-moi rire encore, fais-moi y croire, ne m'abandonne pas maintenant, Caracole. J'aurais serré la main de Coriolis dans la mienne et je ne l'aurais pas lâchée, foi de l'Arco. Elle ne serait pas tombée du précipice, moi vivant. Elle n'est pas tombée. Regardez pas en bas, gueulera Erg, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. La chute aura fait 100 mètres de haut et au fond, il y aura eu un ciel vitré et des nuages diaphanes, rosis sur les bords, éclairés en tapinois par le soleil d'un autre monde. J'ai sorti ma cage volante. Yep, je n'en revins pas. J'étais hypnotisé par la forme des nuages et de fait, j'ai commencé à voir le ciel se rapprocher, remonter vers nous, à la manière d'un reflet sur le fond d'un tonneau qu'on remplirait. Vous voyez? Il n'était plus vitré à mesure, ce ciel, plutôt liquide, et le nuage s'y baladait gélatineux, tremblant comme une gelée dans un bol bleu. Demain, je suis maintenant incapable de vous donner l'envers de l'endroit, mais je comprends au moins ceci, les ordiers. Le muage s'est mué en méduse. Je tire sur ma cage sera une méduse. J'aurai dans la main un tentacule gluant, l'acide dissout ma chair, je hurlerai. Je lève la tête, le muage fut un bulbe. Il bourgeonna de tentacules qui se dévorent, ça grouille. J'essaie de décoller ma main de la corde vivante. Au secours! Tu nageras, Barbac, nageras, crevé. Tu verras une île, pas loin, à portée. Tu y vas, tu te rapproches pour te reposer. Quelqu'un hurle dans la cascade, t'entendais rien. Tu nagerais encore. Barbac, ouais, toi mec, remorqueur, une voix, ça vient de la chute. T'entends pas. Tu nages vers l'île, des arbres bizarres dessus, comme des mâts. Tu percutes point. L'île sera tout près maintenant. T'as pas été bien vite pourtant. C'est elle qui a bougé vers toi. Tu piges tout à coup et t'ouvres les yeux dans l'eau. Sous l'île, tu aurais vu des racines pendre. Pas des racines, hein. Des lianes en paquets, transparentes, genre visqueux. Tu pigeras trop tard. Îlot Méduse, ça s'appelait. S'il demeurait un son auquel s'accrocher, c'était la voix d'Erg, le timbre tranchant de ses consignes dans l'épaisseur du grondement. Puisqu'il avait dit de ne pas regarder, j'obéissais et je gardais mes yeux fermés. Rien de ce qui était visuel, de toute façon, ne m'en aurait appris davantage que la consistance même de l'eau à travers mes cuisses et mes doigts. Quant à la proximité du vide, la violence des volutes de vapeur cinglant mon visage suffisait à l'indiquer, et j'en avais pris mon parti. Je veux dire de mourir là, si c'était l'heure et le lieu. L'eau comme le bois, de même que toute matière, possède sa densité propre, sa plasticité et sa résonance. Il suffit d'écouter pour comprendre, avec les oreilles autant qu'avec la paume des mains. Ce qui se produisit, quoi qu'on en dira, avait d'abord à voir avec l'accélération de l'écoulement et avec sa coagulation partielle. Je ne savais pas ce qui se
Je ne sais pas ce qui se passa au juste dans le gouffre. Cependant, je sais avec précision qu'au bord, l'eau devint une liqueur au toucher. Un sirop s'épaississant lentement, puis une poisse, presque une pâte, étrangement malléable, avant de redevenir liquide et légère, proche d'un vent humide plus que d'un torrent. Le son concomitant qui montait du gouffre s'en assourdit et s'en clarifia. Macaque ou pas, je me flanque au bord et j'écarquille les lampions. 3 secondes et demie plus tard, je m'en mords gravement le cuir. Il y a un gars, costaud, trapu comme gorse, avec une sorte de pioche dans chaque pogne qui grimpe à l'aplomb dans la cascade. Sauf que la cascade, elle est gelée, et que l'écume a viré neigeasse, et qu'autant ce qui lui lave la tronche au costaud a une petite allure massive d'avalanche. J'éteins et je rallume mes lampions. 1 fois, 2 fois. Ça va passer, Gogo. Tu fatigues. Grosse. Je rouvre. Le gars est toujours fiscal, vissé à sa muraille de glace avec la neige qui pisse qu'on dirait de la farine. Sous lui, j'aperçois des gars, d'autres, qui varapent dans ce merdier blanc. Le costaud se retourne vers eux et il gueule. Non! 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 Ska! Et sans falfiner, il replante ses 2 pioches un cran au-dessus. Un gueux à pas croire. Queru le type. J'ai attendu quoi? Je sais pas. Que le gars soit à 20 mètres à l'aplomb de ma carcasse pour prendre le choc au pied. Sévère. Parce qu'il a levé sa bouille vers moi. Pas pour demander de l'aide. Ça non, c'était pas le genre. Et alors, j'ai vu sa gueule. Plein cadre. Et j'ai vu que ce gars qui grimpait, c'était moi. Moi reculer, reculer. Moi reculer. Pas voir en bas. Pas voir petit fantôme de moi courir dans la neige tout seul et cadavre à oui, cadavre petite source tout frais dans neige. Cadavre pas voir, pas possible, reculer. Siphon montre futur, je sais. Futur à nous, Orochi a dit. Orochi sait. Siphon pas bon. Moi, veux pas voir rivière de flocons qui tombent et Aoi cadavre, Awa glace. Cours, galope la lueur, et je courais neige profonde, neige pas vite, j'avais vu corps tomber, roc, corps raclé, et alors, futur pas ça, futur veut fuir, non, reculer derrière corde, pas glisser.